C'est un personnage mythique, c'est une personnage extraordinaire, c'est une personnage qu'il faut prendre de l'exemple, je pense aussi. Parce que si je compare actuellement avec beaucoup de jeunes Sénégalais, je connais plus le Sénégal, c'est là où j'habite, qui sont chez eux en ce moment avec leurs parents et tout. Et Batlin Siki, par exemple, qui est parti du Sénégal à l'âge de, d'après les recherches, c'est pas clair, c'est entre 9 et 12 ans, qui s'est débrouillé tout seul à cet âge-là à Marseille où il n'avait pas de parents, où il n'avait personne, jusqu'à devenir un grand champion du monde de boxe. C'est pas quelque chose de petit. Il était fort, robuste, grand, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Il a battu tous les champions de France, tous les champions de Marseille à l'époque. Et il commençait à terrasser les champions de France. Et quand la Première Guerre mondiale a commencé, ce qui était extraordinaire en tant que jeune à l'époque, il a arrêté la boxe, il a arrêté tout ce qu'il faisait comme combat. Et il a dit, je vais aller m'engager en tant que, comme tirailleur sénégalais. Il ne faut pas oublier que Saint-Louis était colonie française à l'époque. Donc Saint-Louis était capitale de l'AOF. Donc tous les Saint-Louisiens étaient des Français. Il n'a pas attendu que la France vienne le capturer en Afrique, dans la brousse ou dans sa ville, pour l'amener comme service militaire. Il n'a pas attendu ça. Il a posé les gants et il est allé lui-même s'inscrire. Il dit que je veux me battre pour ma nation. Je veux battre pour mon peuple, la France. Et derrière tout ça, la presse et autres ne le laissaient pas tranquille. Ils le traitaient de champion zen, ils le traitaient de macaque, ils le traitaient d'animal, ils le traitaient de toutes sortes de barbarie. Il pensait que par exemple il était venu de la jungle. Il pensait que dans son là où il est venu à Saint-Louis, qu'il dormait sous l'arbre la journée, il montait en haut des arbres, il courait avec les singes et autres. Il leur a dit, écoutez, monsieur, mes chers journalistes, vous écrivez tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que je suis né à Saint-Louis du Sénégal. C'est la première capitale de l'Afrique. Toutes les voitures que vous avez, tous les immeubles que vous avez en France, vous venez à Saint-Louis, vous allez trouver des immeubles, vous allez trouver des voitures, vous allez trouver des bars où les gens vont aller manger, vous allez trouver des salles de spectacle. Je ne connais pas la forêt. C'est le fait que vous me parlez de la forêt que je sais ce que c'est que la forêt. T'as vu? Ce personnage-là, pour moi, il doit être connu. Il doit vraiment être connu. Pourquoi le passé et le présent? Parce que l'histoire de Batlin Siki s'est passée il y a longtemps, c'est vers les années 20. Et donc, c'est Alioune qui est en 2015 qui va raconter l'histoire de Batlin Siki. Est-ce que Alioune va raconter Batlin Siki comme si Alioune a vécu l'âge et l'époque de Batlin Siki? Ou bien est-ce que Alioune, qui est là en 2015, va raconter l'histoire de Batlin Siki en 2015 avec des gens qui sont là, qui vivent en ce moment-là, qui ne sont pas des gens qui ont vécu les années 20 ou les années 10 et autres. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un lien entre le passé de Batlin Siki et le présent où Alioune est en train de vivre et le présent où Alioune est en train de faire revenir Batlin Siki. Ce n'est plus possible parce qu'il est mort. Mais comment le faire revenir? C'est d'aller sur ses traces, là où il a passé, de voir tout ce qu'il avait fait et d'essayer de le ramener encore, de le montrer aux gens, de le mettre sur scène et de le partager avec le public qui était là. C'est d'essayer de trouver ces liens-là. Et c'est moi qui est entre là et là. Le fait d'aller de là à là, de faire des allers-retours, c'est là qui me met dans l'histoire. On a beaucoup de ressemblances en fait. Déjà, on est né dans le même quartier. Il est né dans le quartier où je suis né, à Santhiaba, à Ndartout, sur la langue de Barbarie. Après ça, il était marié avec une Hollandaise. Moi, je suis marié avec une Hollandaise. Ils avaient un garçon, on a un petit garçon. C'est un Fall, son nom de famille, c'est Fall. Moi, mon nom de famille, c'est Diagne. Et au Sénégal, les Fall et les Diagne, c'est des noms de famille très proches. Et ce qui les relie, c'est le fait
de se moquer les uns les autres. Je peux dire par exemple à un Fall, ah toi tu es mon esclave par exemple. Quelqu'un d'autre qui ne comprend pas, il va dire, oh là là, il a utilisé un gros mot, c'est son esclave. En 2015, il parle de l'esclavage. Mais lui, il va comprendre que c'est pas du tout ça. Il va comprendre que c'est pour la taquiner. C'est pour être content avec lui. On peut se fâcher, par exemple, on se croise dans la rue, on se fâche, hein, mais il suffit que je sais que toi tu es Fall et que moi je suis Diagne. Tout de suite, ce problème peut se résoudre parce que tout de suite il va me balancer un mot. Ah ben oui, je comprends, c'est parce que tu n'as pas bien mangé, c'est pourquoi tu te fâches comme ça. Les Fall, dès qu'ils mangent pas, dès qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils ont soif, ils se mettent à fâcher. Et tu vois, le Diagne peut lui dire, ah non, non, tu sais, mais moi je suis un Diagne. Les Diagnes, on n'a pas besoin de manger, on a juste besoin de voir les gens manger. C'est très, 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 très fort. C'est quand j'avais connu la première fois l'histoire de Badlin Siki. Quand j'étais tout petit, j'allais acheter du pain à la boulangerie qui était pas loin de chez ma grand-mère. Et sur le chemin, il y avait un bar qui s'appelait Badlin Siki. Et dans ce bar, il y avait tout le temps des assassinats. Et la mairie avait fermé 3 ou 4 fois ce bar parce qu'il y avait des gens qui tuaient des gens dedans. Donc du coup, nous on était petits, 7-6 ans, 7-8 ans, on pensait que le nom Badlin Siki c'était peut-être une marque d'armes ou une marque d'alcool. Donc du coup, c'est en 1994 quand les États-Unis ont ramené ses ossements à Saint-Louis pour l'enterrer à Saint-Louis dans sa ville natale, qu'on a su que mais Badlin Siki, c'est pas de l'alcool ni de l'arme, mais c'était un Sénégalais saint-louisien qui s'appelait Amadou Mbarik Fall. C'est extraordinaire. Et après, c'est ce que je savais de lui. Et après, tu vois, ça continue. Je sais que maintenant, c'était une personne. Et après, maintenant, tu vois, les années ont passé. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son histoire. Mais c'est un jour en venant ici en France, quand j'étais en résidence pour ma pièce banlieue, je suis allé voir une exposition et dans une étagère, j'ai vu au fond un livre et sur ce livre, c'est marqué Badlin Siki. Je l'ai pris discrètement, j'ai lu derrière et c'est là où j'ai su qu'il était marié avec une Hollandaise. Elle était partie à Marseille par une autre Hollandaise. Et qu'on l'a tué à New York, à Hell's Kitchen. Donc du coup, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire sur Badlin Siki. Et c'est là où j'ai commencé à lire ce livre. C'est qui a écrit le livre? C'est Jean-Marie Bretagne. Un français? Un français, ouais. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, sûrement il y a des Africains qui ont fait quelque chose sur lui. Mais ça n'existe pas. Ça m'a poussé aussi à dire qu'il faut que quelqu'un du Sénégal, un Africain, fait quelque chose pour Badlin Siki. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun Africain qui a écrit un bouquin sur Badlin Siki. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait presque pendant 2 ans de recherche, je n'ai pas du tout trouvé. À l'école en Afrique, à l'école française, on commence à bas âge à t'apprendre l'histoire des héros étrangers. Par exemple, à l'école, tu apprends l'histoire des héros français, l'histoire des héros américains parfois, et l'histoire des héros africains. On les sélectionne, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit mettre dans les documents. Et des gens comme Badlin Siki, comme c'est des gens qui dérangeaient, c'est pas possible de les mettre dans les livres. C'est maintenant qu'on commence à voir son nom dans des bouquins, dans des films, dans des trucs. Mais ça n'existait pas. Ma famille raconte l'histoire des héros, mais plus les héros religieux. Plus religieux. Ça aussi, c'est un grand problème parce que, bon, je parle du Sénégal que je connais le plus. Si c'est un héros religieux, les gens sont prêts à raconter, à aller même jusqu'à écrire des thèses. Parce que la religion, c'est à la mode maintenant, tu vois. Donc du coup, tout le monde en parle, tout le monde fait ses fantaisies avec. Et du coup, si c'est un héros religieux, oui. Mais si c'est un héros jeune à l'époque qui avait battu des champions, non, ça ne les intéresse pas. Mais ils oublient que c'était un grand héros. Boxeur qui avait battu Georges Carpentier, qui avait le titre pendant des années que personne ne pouvait battre.
c'était pas petit. La liberté que Batlinsky avait en général, c'était quand il était dans le ring. Même si c'est un tout petit espace, très petit, mais c'est le seul moment où il se sentait vraiment quoi. Il n'était pas pointé de doigt. Tout ce qui l'intéressait, c'est son adversaire, la personne qui est là en face, avec qui il doit se battre, avec qui il doit vraiment s'exprimer. Et je pense que c'était pas juste une expression de violence. Non, non, non. C'est pas ça la boxe. Au début, c'est ce que je pensais de la boxe avant de prendre des cours de boxe. Quand j'ai commencé à faire cette histoire, j'ai pris des cours de boxe. Mais je pensais que, oh là là, c'est pas grave. On va me casser la mâchoire ou on va me casser le visage, tout ça. Mais c'est pas du tout. J'ai pris 3 semaines de cours la première fois et c'était vraiment magnifique. Tu as un boule, les trucs pour frapper, et tu te mets juste à frapper. C'est sans penser que tu frappes sur quelqu'un. Et ce mouvement de partir et revenir vers toi, partir et revenir vers toi, et toute cette fatigue que tu sens, cette transpiration-là, et le fait de frapper sur quelque chose qui est là sur place, qui ne bouge pas, qui ne se sent pas du tout mal, parce que tu le frappes, il part, mais il revient vers toi. C'est magnifique. Tu frappes quelqu'un, il part, il ne va pas revenir, mais tu le frappes, cet objet-là, il revient vers toi. C'est comme s'il te colle. Et c'est comme si à un moment donné, ces mouvements de frappe-là, ça devient quelque chose d'amoureux entre vous deux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais senti. Du coup, je frappais tellement que quand je sortais du ring, quand je sortais du club de boxe, après les 2 heures d'entraînement, je me sentais vraiment libre. C'est comme si je viens de me réveiller et je suis prêt à refaire encore une nouvelle journée. Et c'est là où je me suis dit que la boxe n'est pas seulement de la violence. Ce qu'on montre à la télé, c'est pas seulement ça. Ça, c'est une autre dimension. Et il faut arriver à cette dimension-là. Mais moi, la dimension où j'étais juste pour apprendre comment les boxeurs, ils se mettent dans l'espace, ils se mettent dans leur état en tant que boxeur, dans les positions, dans les déplacements, dans les frappes, dans les techniques. Et ça, tu le retrouves en danse. Par exemple, la première chose qu'on m'a appris, c'est comment se positionner le corps qui soit bien centré, bien avoir un bon pli pour avoir un bon équilibre, de ne pas facilement tomber à gauche ou à droite ou derrière, mais d'être bien assis, d'être bien enraciné. Et cet enracinement aussi, si tu le parles, tu vas parler de l'arbre, de la force de l'arbre. J'ai commencé avec la danse traditionnelle africaine. Et à un moment donné, j'ai découvert la danse contemporaine. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que c'est ça que je veux faire. Mais le problème en ce moment maintenant, c'est que beaucoup de gens, ils te demandent souvent, mais alors, toi tu fais la danse africaine contemporaine ou la danse contemporaine africaine? Ou parfois, ah ben non, mais ce que tu fais, c'est pas de la danse contemporaine, c'est de la danse afro-contemporaine. Ou bien ce que tu fais, mais tu penses que c'est de la danse contemporaine? Mais est-ce que c'est pas de la danse contemporaine africaine? Tu vois, ces questions parfois, ça arrive et c'est énervant. Parce que les gens, ils oublient que même la danse contemporaine dont elle parle, la danse contemporaine, est-ce qu'elle est vraiment la danse contemporaine? Parce que tous les danseurs contemporains, pour moi, ils ont une base. Et leur base, c'est quoi? Souvent, tu as une bonne base de classique, ou tu as une bonne base de jazz, ou bien tu as une bonne base d'improvisation, ou bien tu as une bonne base de jeu d'acteur. Donc, tu as toujours une bonne base. Tu ne peux pas descendre comme ça, tomber du ciel un jour, et dans un autre métier, te dire que voilà, je deviens un danseur contemporain. Tu dois avoir une base quelque part. Et c'est à partir de cette base-là où tu pars pour développer ta danse contemporaine. Et donc, moi, en tant que danseur venant d'Afrique, j'ai pas fait la danse classique ni le jazz. Ce que j'ai fait, c'est la danse contemporaine, la danse traditionnelle africaine.
Donc c'est avec ça que je peux me ressourcer pour créer ma propre danse contemporaine. Qui peut être comme par exemple ce que Alvin Ailey, Robin Orlin ou Maggie Marin ou un autre chorégraphe a créé. C'est parce qu'ils ont, ils ont leur base, ils ont une source, ils ont puisé quelque part. Donc le danseur contemporain qui vient d'Afrique aussi, il a le droit de prendre les choses de sa danse traditionnelle, de son village, de sa région, de son quartier, pour en créer sa propre danse contemporaine. Et ça ne veut pas dire que le fait qu'il prend ces bases-là, ça va être une danse traditionnelle contemporaine, par exemple, comme ils disent souvent certains disent, une danse traditionnelle contemporaine ou bien danse traditionnelle africaine contemporisée. Tu vois, il y a différentes sortes de noms, c'est compliqué. Et pour moi, cette identité-là, c'est tellement compliqué que parfois j'ai envie de dire que je suis juste danseur. Je suis danseur tout court. Alioune Diagne, fils issu qui est né dans une famille musulmane très pratiquante et tout. Et que tu vois, je veux faire une carrière danseur, chorégraphe, producteur de spectacle, organisateur d'un spectacle de danse contemporaine où les gens peuvent venir danser avec un caleçon, peuvent danser torse nu, mais on n'ose pas le faire à Saint-Louis parce que c'est pas possible. Mais tu vois, donc il y a un problème. Alors que ma famille, il n'y a aucun danseur dans ma famille. Est-ce qu'ils sont fiers de ce que tu fais? Mais maintenant, ils sont très fiers parce qu'ils me voient voyager, ils voient qu'avec ma danse, j'arrive à faire ce que je veux. J'arrive à payer les études de mes petits frères et mes petites sœurs. J'arrive à ne pas demander d'autres, de ne pas aller tendre la main à d'autres pour qu'ils me donnent quelque chose à manger ou à boire. Je peux me prendre en charge moi-même. Donc, ils sont fiers de ça. Ouais. Mais c'était très difficile au début. Non, c'était dur. Le début est toujours un peu difficile. Ouais, hein. le début est toujours un peu difficile. Mais ouais, non, c'était compliqué parce que j'ai un père militaire qui a fait service militaire, qui est devenu aussi sapeur-pompier. Tu vois, donc sur ces enfants doivent être costauds, bien portants, machos. Tu peux avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Tu es dans une famille musulmane. Et moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc du coup, il y avait vraiment une clash au début, c'est normal. Mais maintenant, ils ont compris. Ils ont compris, mais ils n'osent jamais dire qu'Alioune fait de la danse. Par exemple, si les voisins, ils savent maintenant. Mais si par exemple, il y a un oncle ou un cousin ou un voisin qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui revoit même ma famille, il le dit, « Alioune, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Ils n'osent pas dire que c'est un danseur ou c'est un chorégraphe. Mais ils disent qu'il voyage. Ou bien artiste-le. Artiste-le, ça veut dire, c'est comme ça qu'on appelle, c'est un artiste en Wolof dans ma langue maternelle. Artiste-le. Donc du coup, il y a toujours un problème, ce mot, c'est un danseur ou c'est un chorégraphe ou c'est un chorégraphe danseur. Le lien, c'est que à l'époque, on les forçait à y aller. Batlin Siki n'a pas décidé d'y aller. C'est une danseuse hollandaise qui était de passage à Saint-Louis qui l'a amenée, comme beaucoup de touristes ou beaucoup d'Européens ou Américains qui venaient, qui voient un enfant qui le plaît ou une fille qui le plaise ou juste un gars costaud, robuste qui le plaît et il le débarque et il l'amène. Donc le temps a tellement changé que maintenant ces gens qu'on forçait à y aller, à un moment donné ils veulent y aller, on les interdit d'y aller, on les met dans une case, on ferme cette case, on ferme la clé, on casse la clé et on le jette dans la mer Méditerranée. Donc c'est cette clé-là qu'ils sont en train d'aller chercher. La porte n'est pas ouverte, ils ne peuvent pas passer par la porte, mais ils sont obligés de passer sous la porte, ce qui est sous cette mer-là, pour aller chercher cette clé, pour ouvrir la porte, ce qui est normal parce que c'est des gens du monde, ils sont de la terre, ils font partie. Ils ont le droit de voyager, d'aller rêver, d'aller où ils veulent comme les autres ont le droit. Donc le lien pour moi c'est ça, ce sont ces gens-là qu'on forçait à y aller, qu'on imposait. Batlin Siki, jusqu'à présent, sa famille, on dit que ses parents n'étaient même pas au courant qu'il est parti. La dame, elle est arrivée à Saint-Louis en tant que touriste, parce
qu'à l'époque, les voyages se faisaient avec le bateau. Et quand le bateau arrive sur le fleuve Sénégal à Saint-Louis, les touristes étaient dans le bateau et ils jetaient des pièces de 100 francs, des pièces de 10 francs. Et les garçons, les petits garçons saint-louisiens, plongeaient pour aller chercher les pièces. Tu vois, et donc là, cette danseuse hollandaise avait repéré Siki comme étant un des garçons parmi ces garçons-là qui était le plus courageux, qui allait récupérer toutes les pièces, qui se battait avec ses amis pour aller rechercher les pièces. Et elle a dit, ben voilà, moi je préfère celle-là. Celui-là. Il est très fort, il est bien, il est costaud. Je vais l'amener avec moi. Et elle l'a amené dans le bateau. Il y a même des gens dans certaines recherches que j'ai fait, d'autres qui disent que elle avait amené, c'était pas clair, hein, que peut-être c'était son objet sexuel dans le bateau. On ne sait pas. Ça, je sais pas. Mais amener l'enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas ton enfant, que tu connais pas, c'est bizarre. Et elle l'a amené, arrivé à Marseille, elle l'a abandonné. Débrouille-toi toute seule, petit bonhomme. Incroyable, hein? Incroyable. Et maintenant, tu vois, c'est tous ces gens qui sont en train de perdre leur vie dans la mer Méditerranée. D'une part, c'est parce qu'ils veulent aller voir autre chose, ils veulent aller rêver, comme tout jeune du monde ont le droit de se dire ah ben écoute, dans 2 mois j'aimerais bien aller au Maroc ou j'aimerais bien aller à Dakar pour voir ce qui se passe à Gorée, pour voir ce qui se passe quelque part. Mais le jeune Africain, il n'a pas le droit de se dire ah ben écoute, dans 3 ans je vais économiser pour aller à Paris ou à Marseille. Tu peux pas. Donc là, il y a un problème. Pourquoi certains peuvent, d'autres ne peuvent pas? Donc à un moment donné, ceux qui ne peuvent pas, ils vont se révolter parce qu'eux aussi, ils veulent exister. Malheureusement, ils passent dans des conditions misérables, dans des conditions vraiment atroces, dans des conditions où tu te dis, mais il y a un problème. Mais là, ce n'est pas ces jeunes-là qui ont un problème. C'est la politique africaine qui a un problème. C'est les politiques. S'ils avaient fait leur travail, ces jeunes-là n'allaient pas prendre les pirogues. Si tu te dis que, si tu vois qu'il y a des enfants, des politiciens ou des politiciens qui ont des appartements qui coûtent des milliers d'euros à Paris ou à New York, que leurs femmes vont aller faire leur shopping à Paris chaque week-end, ou que leurs femmes vont aller faire leur pédicure et manucure à New York ou à Atlanta, combien ils vont gagner, combien ils vont dépenser. Et pour partir, ça ne veut pas dire qu'ils sortent, ils vont à l'aéroport de Dakar, ils prennent l'avion, ils partent. Non, c'est l'avion présidentiel qui va partir. Combien ça coûte de le déplacer? Tout cet argent-là pour aller juste faire les cheveux de la femme du président. Ces centaines de milliers d'euros là. C'est sûr que si tu le donnes à 10 Africains, tu les aides à financer leurs petits projets, leurs petites entreprises, ils ne vont pas y aller. Ils ne vont pas du tout y aller. Moi, je discute beaucoup avec des amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis. Heureusement, là, ils sont en Europe. Certains, d'autres ont été refoulés. Mais il y a d'autres avec qui je parle. Ils me disent, mais jusqu'à présent, si je trouve encore un autre bateau qui part, je vais partir. Il y a d'autres qui me disent que j'ai plus envie de partir. J'ai juste envie d'avoir une petite subvention et je vais développer un projet ici. J'avais toujours honte que toutes les subventions venaient d'ailleurs. C'est bien, c'est beau, on fait le festival, c'est bien, les gens y viennent, on passe une semaine de danse, les gens sont contents, il y avait de la qualité, la population était contente. Mais ce qui manquait, c'était la présence des partenaires de chez moi. C'est là où je me sentirais vraiment fier de ce que je fais chez moi. Que c'est pas seulement toc toc toc, est-ce que vous avez un petit quelques mille euros qui restent là pour faire venir les danseurs africains? Cette année, il y avait du mieux. On a eu une salle de la mairie de Saint-Louis. Merci, monsieur le maire. On a eu aussi du matériel technique passé par le... Mais je ne vais pas oublier de dire que le ministère de la Culture nous doit toujours de l'argent. Parce que quand Youssou N'Dour était président, il nous avait accordé une subvention de 1500 euros, Youssou N'Dour. Mais jusqu'à là où je te parle, on ne sait pas où est passé ces 1500 euros. Ça me fait mal. Alors qu'il avait donné son accord signé, cacheté, envoyé.
On a fait tous les bureaux du ministère de la Culture et jusqu'à présent rien. Mais le problème, c'est le problème du changement de ministère au Sénégal qui est chaque 3 jours par exemple. Bon, j'exagère, pas 3 jours, mais il a resté que 6 mois maximum, donc C'est c'était pas pas, beaucoup, ouais. c'est pas beaucoup. Donc du coup, quand il change son bras droit, son bras gauche, son bras devant et derrière, tout le monde part avec lui. Donc du coup, il y a une nouvelle équipe qui vient. Donc les 1500, ça va passer quelque part et va se retrouver dans une poche d'une autre personne, ce qui est dommage. La majeure partie, ils ont tous fait leurs études en Europe. Ils sont très ouverts, ils ont l'esprit ouvert. Ils ont étudié en Europe, aux Ils aiment la États-Unis chance. et autres, et ailleurs. Mais quand ils reviennent en Afrique, tu as l'impression que c'est des gens qui n'ont jamais sorti, qu'on a sorti de leur case et qu'on les a mis directement au palais. Ou bien qu'on les a mis dans un ministère et autres. Ici, tu peux sortir de chez tes parents à 18 ans, c'est pas grave, tu te débrouilles toute seule. Mais non, à 30 ans, tu peux rester dans la famille, surtout si tu es l'aîné. Si tu es l'aîné, il y a 12 frères et sœurs qui sont derrière toi. Si tu as la chance d'avoir un petit boulot pour survivre, c'est pas ton salaire n'est pas ton salaire, c'est le salaire de la famille. Et c'est pas le salaire de la famille seulement, c'est le salaire des voisins qui sont à côté. Ma famille amène ma tante à l'hôpital. Si elle a la chance d'avoir un lit où on la pose pour qu'elle puisse accoucher, tant mieux, c'est bien. Et qu'après, il faut acheter les ordonnances jusqu'à acheter les gants que les médecins doivent porter pour que l'enfant puisse naître. Et je compare à mon fils qui est né aux Pays-Bas, que dès sa naissance, 3 mois après, l'État hollandais doit le payer parce qu'il est né aux Pays-Bas. C'est un enfant hollandais, il a un petit salaire par 3 mois. C'est incroyable. Et il y a le soutien de l'État. C'est ce que je dis à mes amis aux Pays-Bas. Si vous ne travaillez pas, votre État vous paye. Ça n'existe pas, tu rêves. Je le dis souvent à des amis au Sénégal, ils disent mais ça existe ça, ça existe. Et moi aussi, la première fois que j'ai su ça, j'ai rigolé, j'ai dit mais c'est incroyable. Tu travailles pas, on te paye. J'ai parlé de ça à ma petite sœur qui a son bac, qui a fait les études à Institut supérieur de management au Sénégal. Tu vois, elle a son bac, elle est très ouverte, elle est ouverte sur Internet et tout. Mais tu lui racontes des choses comme ça, elle hallucine, elle dit, mais c'est pas possible. Tu travailles pas, on te paye. Alors que moi, j'ai mon diplôme, je cherche un salaire pour avoir 200 euros par mois, c'est pas possible. Parfois, ça fait rigolo de parler de ça, mais ça fait très mal de parler de ça aussi.